Molt bé, donc bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous saluer dans cette dernière session d'histoire. La vérité, c'est que c'est un honneur être avec vous, être avec mon ami Michel-Ángel Ruiz de lycée de l'Université de Girona, que c'est vraiment un compagnon extraordinaire dans la question du batxibac et de la langue et la littérature française et l'histoire en Catalunya. També vull saludar a la meva companya de liceu de la UAB, amb la qual hem organitzat la tira també de trobades de tota mena a la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies també. Un plaer que puguis presentar l'Òscar Gené i, evidentment, el nostre convidat, l'Òscar Gené. Com sabeu, aquest és un programa que, d'alguna manera, s'ha consolidat com una xarxa de grups de treball, de fet, amb un macrogrup de treball que uneix tot el país i que ens permet d'aquesta manera, doncs, per sobre del tema de les reunions, dels equips docents, etcètera, doncs que els nostres professors batxibac i professores puguin tenir aquest reforç de formació tan extraordinari que feu gent com l'Òscar i que validem a principis de curs amb tots els CLEs dels serveis territorials i el Consorci de Barcelona i amb tots els CISES del país. Per tant, per nosaltres és un plaer treballar amb vosaltres, amb els CISES, treballar amb les universitats i haver fet aquest pas endavant amb els nostres professors del programa, sense els quals no té cap sentit el programa, perquè ja sabem que és la base fonamental per poder, d'alguna manera, mantenir la qualitat d'aquest programa en el nostre país. Bé, en el cas d'història, doncs també intentem tenir en compte els diferents aspectes que van sorgint i que convé tenir en compte de cara a aquesta formació específicament i, evidentment, també escoltant el que ens dieu, allò que és necessari i fins i tot incorporant propostes que ens venen directament del nostre professorat, de vegades ell mateix constituït també en professors formadors del grup. Dir-vos, per als que no ho sabeu, que juntament amb aquesta formació també tenim la formació inicial i contínua d'Histoire, que en aquest cas la coordinem amb l'ICE de la Universitat de Barcelona i que ens permet donar l'acollida a aquells professors que s'incorporen al programa o que fa poc que s'han incorporat. Bé, per nosaltres és un orgull tenir aquesta oferta formativa que després anem ampliant amb col·laboracions amb l'Institut Francès de Barcelona, amb l'ambaixada, amb la qual treballem de manera molt estreta, i amb l'Institut també francès d'Espanya, a vegades també en formacions que afecta tot el professorat batxibac d'Espanya. Per tant, escolteu, moltíssimes gràcies. Jo us volia donar les gràcies als organitzadors, donar les gràcies també al nostre ponent d'avui, l'Òscar, i dir-vos que no volia deixar passar, vaig ser a la primera sessió i com a mínim a l'última volia també fer-hi acte de presència i manifestar-vos a nivell també molt personal el meu afecte i suport més ple, i esteu molt bones mans amb aquests coordinadors dels CISES que tenim tan fantàstics. Moltes gràcies. Merci beaucoup. Molt bé, doncs moltes gràcies, Vicenç. Passo a fer la presentació de l'Òscar. L'Òscar és professor titular d'Història a la UAB, a la Universitat Autònoma de Barcelona, i ara mateix té un càrrec al degà, que és el de vicedegà d'Afers Acadèmics d'Estudis de Grau. Abans ha tingut diversos contractes com a investigador postdoctoral a la Universitat de Toulouse-le-Meyel, a la UAB i a la UB, a la Universitat de Barcelona. És doctor en Història per les universitats de Toulouse-le-Meyel i l'Autònoma de Barcelona, el 2003, i com a temes, com a eixos així en els que treballa, són bàsicament els temes relacionats amb fronteres, amb relacions internacionals, identitats col·lectives, història local i els escrits personals. Al marge de l'activitat acadèmica, codirigeix una revista transfronterera de cultura i assaig que es diu Mirmanda, que no sé, Òscar, si es pot consultar online o no, ja ens ho diràs.
I jo, abans de passar-li la paraula a l'Òscar, sí que us posaria al xat algunes de les seves publicacions, perquè si voleu buscar això, suposo que per internet es deuen poder trobar aquests articles, per si teniu curiositat per llegir-los, i si no, després segurament que l'Òscar us pot donar el vostre correu, el seu correu, perdó, i li podeu demanar més publicacions, d'acord? I jo amb això acabo perquè ja són i 10 i crec que és el moment d'escoltar l'Òscar. I és un plaer, serà un plaer escoltar-te, així que quan tu vulguis. Moltes gràcies, Anna, i moltes gràcies als organitzadors. Je vais parler en français apparemment, donc je vais faire l'effort parce que cela fait très longtemps que je ne parle pas en français dans une conférence en direct. Donc je vais essayer de faire le mieux possible, donné que vous êtes spécialiste aussi en langue et spécialiste de l'histoire en français. Et merci beaucoup donc pour ce défi. En fait, c'est un défi pour moi d'essayer d'expliquer un petit peu, non pas une histoire que moi j'ai travaillée, mais plutôt de partager avec vous et en échanger. J'espère qu'on pourra échanger à la fin. Quelle sorte de terminologie, de concepts on utilise en histoire? Quels sont ces concepts que les historiens en France utilisent qui sont très différents de ce qu'on utilise ici? Finalement, on utilise souvent des... Oui. J'arrête le micro. Il y a un micro aussi. Et là, je vais partager. Oups. Voilà. En fait, c'est un peu un exercice, c'est un peu un challenge, un défi que je propose, puisque ce que je vais partager avec vous, c'est plutôt en 2-3 parties. Les 2 premières parties vont être très brèves pour parler de la langue, de la terminologie et comment est vue ou analysée l'histoire dans un pays ou dans l'autre. Et finalement, je prendrai un cas pratique pour essayer d'échanger. Un exercice que moi-même, je ne suis pas spécialiste, puisque, comme l'a dit Anna, moi, j'ai travaillé surtout l'époque moderne et le 19e, début du 20e siècle. Et le cas que je vais présenter pour essayer de le travailler avec vous est du 21e siècle. Donc, cela va être aussi un petit exercice. Donc, au sommaire, je vais introduire, je vais expliquer quelques concepts et différences qui peuvent exister. Ce sont de simples exemples, mais on pourrait en trouver des dizaines d'autres exemples. Comment élaborer un commentaire de texte en histoire en français? Je l'ai mis comme ça, mais je suis sûr que c'est plutôt vous qui pouvez m'expliquer à moi comment faire ce commentaire de texte, puisque vous êtes les spécialistes du Bac-Bac, les spécialistes avec les étudiants, et donc je suis sûr que, en fait, c'est simplement afin de pouvoir échanger quelques points de vue et aussi de simplifier parfois ce que les étudiants peuvent apporter ou ce qu'ils peuvent faire en tant qu'analyse historique en français. Et puis en dernier, cette étude de cas différents que je vais vous proposer. Donc voilà, en introduction, simplement essayer de faire un petit peu l'exercice de penser qu'on est historien, tous, en principe. On fait une approche historique sur les sujets qui nous sont mis dans un commentaire de texte, dans un article de journalistique, n'importe lequel. Mais c'est vrai que ce n'est pas simplement une question de quelle école historique à laquelle on appartient, mais c'est surtout à quelle formation, je vais dire, même si j'aime pas trop, nationale, éducative on appartient, qui va nous rapprocher le plus, le moins du sujet et surtout de quelle façon on va aborder ce sujet et avec quelle terminologie on va le faire. Donc, ce n'est pas la même chose pour un historien français d'aborder, de traiter un sujet international, mais qui peut toucher d'une certaine façon l'histoire de la France, que de le faire d'un historien italien ou un autre. C'est pour ça que c'est important de le voir. Oups, je ne vois pas, voilà. Puis, l'idée de la construction de l'analyse critique en France. Comme vous le savez, la France a toujours eu cette idée d'esprit critique, mettre au devant l'idée d'analyser critiquement les textes, les sujets, même par-dessus l'idée de l'étude de la mémoire, l'étude chronologique, l'étude des dates, c'est-à-dire essayer de comprendre les processus historiques, d'être capable de les analyser. Et je pense qu'ici aussi, au moins depuis les dernières 20-30 dernières années, cela a assez changé. Donc je pense que sur ce point, précisément,
on pourra retrouver des choses en commun. En troisième lieu, évidemment, être conscient que l'histoire n'est pas la même partout ailleurs. C'est-à-dire, quand on parle souvent de ce qui a touché le XXe siècle en Europe, quand on parle souvent de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est évident que chez nous, cela n'a pas eu lieu, il y a eu d'autres événements, et que parfois, l'analyse comparative n'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Et il faut être conscient parfois quand on prend des dates importantes au niveau européen, par exemple quand on dit, quand un Français a intériorisé que pour eux, le 11 novembre, c'est une date clé, ce n'est pas la même chose ici. C'est-à-dire le 11 novembre, ça ne rappelle rien aux étudiants, ça ne rappelle rien même aux personnes adultes. Le 11 novembre, évidemment, c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale qui touche la plupart de l'Europe, mais qui ne touche pas à nous. La même chose pour le 9 mai, 45, etc., etc. Donc, il y a toujours des dates qui restent dans la mémoire, qui n'ont pas les mêmes critères, qui n'ont pas le même résultat dans la mémoire collective des gens. D'où l'intérêt, en fait, d'aborder quelques exemples sur une certaine dénomination différente selon l'histoire de France et autres histoires. C'est-à-dire, moi, je vais vous mettre trois exemples. Ou comment optimiser la réalisation d'un commentaire de texte sur l'histoire en français. Et finalement, ce cas historique auquel j'aimerais un petit peu vous provoquer, essayer même d'avoir un certain échange avec vous, parce que je ne sais pas si vous connaissez le cas, et si c'est le cas, au moins on pourra en parler. Donc, en premier lieu, quelques exemples donc, sur une dénomination différente sur l'histoire de France et autres. Je suis sûr que vous vous êtes trouvé beaucoup de fois, même au moment de l'expliquer. Je ne sais pas de quelle façon l'histoire de France. Je m'en souviens parfaitement. Une fois, j'avais eu un échange avec un proviseur du lycée français, par exemple à Barcelone, et il m'expliquait qu'il était préoccupé, ce qui est incroyable pour un Français, face au fait que, par exemple, quand eux, ils expliquent la Révolution française, ou encore plus la présence de Napoléon en Espagne ou en Catalogne, pour eux, ce n'est que la campagne d'Espagne. Alors que la perspective, évidemment, pour quelqu'un qui est de Madrid ou pour quelqu'un qui est de Barcelone, est complètement différente. Donc, il était préoccupé parce qu'il considérait que ces élèves qui habitaient dans un pays qui n'était pas la France étaient en train d'apprendre une histoire selon le point de vue français, alors que leur réalité était complètement une autre, et en plus avec une terminologie qui était complètement différente. Donc, quand on voit des images comme celle-ci, parce que parfois les commentaires de texte, j'imagine que c'est le même pour le bâtiment, peuvent être aussi des commentaires d'images, quand on voit une image comme celle-ci qui est peu connue ou pas du tout connue pour les étudiants catalans, c'est-à-dire, par exemple, en ce cas, l'arrivée de Napoléon, ça c'est en décembre 1808, évidemment, ça n'a rien à voir avec cette autre image du 12 mayo, du 2 mai, avec les fusillements, qui représente une chose complètement différente dans l'imaginaire et dans l'histoire, et même dans l'historiographie de ces deux pays. Encore plus quand on trouve des images comme celle-ci, même si ce n'est pas peint par un Catalan, mais qui représentent en ce cas la défense de Girona face précisément aux troupes napoléoniennes. Donc, je pense qu'il est très important de tenir compte de ces différents concepts ou terminologies ou façons d'aborder l'histoire selon la perspective nationale, d'école historique, etc., surtout culturelle, dans laquelle vont évoluer ces étudiants. Et c'est la même chose, par exemple, quand on prend d'autres exemples, voilà, comme par exemple celui-ci. Par exemple, en allant un petit peu plus en arrière, parce que comme ça, c'est moins émotionnel, c'est moins touchant, on voit une image comme celle-ci, c'est ce qu'on appelle en Europe, dans toute l'Europe, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle, la guerre qui va de 1689 à 1697, une guerre qui est aussi appelée de la Grande Alliance, entre autres, mais qui en Catalogne et en Espagne s'appelle uniquement la guerre dels 9 anys, la guerre des 9 ans. Donc, vous pouvez imaginer que dans le cas antérieur comme dans celui-ci,
la quantité d'erreurs dans les traductions qui existent de livres historiques d'un côté à l'autre est énorme. Et on pourrait prendre ces deux exemples, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Bon. Voilà Louis XIV, dans sa grande guerre de la Ligue d'Augsbourg, ou contre cette alliance, précisément cette grande alliance, ou bien ce qui représenta vraiment pour les Catalans, c'est-à-dire cette guerre qui fera pression sur Barcelone, surtout de la Catalogne, qui sera prise par les Français en 1697. Mais voilà à nouveau une différente façon de donner un nom aux choses, aux guerres, aux situations historiques, selon si on se situe en ce cas-là dans l'histoire de France, dans l'histoire catalane, l'histoire de l'Espagne, etc. Et ça, c'est des erreurs classiques qu'on trouve non seulement à la base des étudiants lorsqu'ils font des analyses, qu'ils peuvent même méconnaître à quoi, par exemple, si vous mettez un texte qui parle de la guerre de la Ligue d'Augsbourg ou de la Grande Alliance, il est probable qu'ils ne savent pas qu'on est en train de parler de la guerre des 9 ans, parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude à savoir qu'il y a ces différentes façons de le dire. De la même façon qu'il y a ces erreurs énormes dans les traductions, on le trouve dans la philosophie, mais on le trouve aussi évidemment dans l'histoire, à cause de ces décalages au moment de parler de ces moments historiques. Mais on parle de moments historiques, on pourrait parler complètement d'autres choses. Par exemple, je donne un autre exemple, en parlant aussi de l'époque moderne, mais on pourrait parler de l'époque contemporaine. Quand on fait allusion, par exemple, au Parlement de France, les parlements de France n'ont rien à voir avec le Parlement anglais ou le Parlement ici, c'est-à-dire les parlements sont ce qu'on appelle ici les audiencias, c'est les parlements de justice, donc ça n'a rien à voir avec un parlement politique. Donc ces autres termes qu'on peut trouver dans l'histoire n'ont rien à voir si on se situe dans une historiographie ou dans l'autre. Cela surtout pour essayer de situer qu'on peut trouver ou faire surtout attention à que rien n'est donné et qu'il existe des décalages dans la terminologie, disons-le comme ça, d'une histoire ou d'une école historique à une autre. En deuxième lieu, et vous voyez que je vais relativement vite, mais j'espère après pouvoir parler avec vous sur cette idée des terminologies. Je suis sûr que vous connaissez plein de cas, j'en ai mis que 3 ou 4. Cette idée d'élaborer un commentaire de texte historique en français. Parce que de la même façon que vous travaillez avec vos étudiants, moi je travaille avec les miens, donc finalement ce sont pratiquement les mêmes, parce qu'il y a 1 an de décalage. Je le reçois juste 1 an après, et je me rends compte que parfois les étudiants essayent de faire des choses très compliquées, essayent de faire des commentaires très compliqués. Ou bien ils essayent de faire des commentaires qui ne sont pas des commentaires, c'est-à-dire ce sont uniquement des résumés, ou bien ils essaient de faire des commentaires linéaires et qui ne sont pas des commentaires d'analyse critique, qui est ce qu'on attend finalement en histoire. Donc finalement, ce que j'explique là, je suis sûr que vous-même, vous le savez mieux que moi, parfois il s'agit uniquement d'être simple. Simple non pas dans le sens de mauvais, mais dans le sens de ce qui est simple parfois est bon, et ce qui est simple, c'est mieux pour le lire, c'est mieux pour l'analyser. Et donc, d'entrer, ce qui vaut, c'est d'être clair. Il ne s'agit pas de tout dire, mais d'essayer d'analyser et exposer clairement ses idées. Ce qui fait que même s'il y a des erreurs dans le texte, que ce soit des erreurs chronologiques ou autres, le texte sera toujours compréhensible. Et cela, je pense, qui est le message le plus important à faire passer aux étudiants. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tout dire, mais il s'agit de bien le dire. Je pense que c'est ça plutôt l'intérêt de la chose. Et finalement, une chose qui est fondamentale et que je trouve aussi dans tous les étudiants, moi aussi j'étais professeur à l'Institut, c'est-à-dire chercher une problématique. C'est-à-dire parfois, avec un texte historique, il y a cette étude linéaire sur les analyses qui fait que l'étudiant essaye d'expliquer au fur et à mesure ce dont parle le texte. Mais finalement, le texte a des idées de fond, le texte a des idées analysées, et donc il faudrait chercher toujours une problématique qui va permettre à développer finalement une analyse avec une certaine construction. Moi, je propose ici la typique analyse française en format de 3 parties, parce que finalement, c'est le plus simple,
Ce n'est pas très original, mais finalement, cela permet de faire une analyse très, très simple des textes, que ce soit des textes, que ce soit une dissertation, que ce soit un texte d'analyse, avec une petite thèse, une antithèse, une synthèse, ou en droit, vous savez qu'en droit, ils ont plutôt l'habitude de le faire en 2 parties. Pour cela, il y a une chose que je pense qui est très intéressante et que parfois on oublie, et je pense que c'est ça qu'on avait parlé un petit peu aussi avec Michel-Angel, de parler non seulement de la terminologie, mais parfois dans cette construction des commentaires ou des analyses critiques en histoire, on oublie l'importance de la langue, on oublie l'importance des liaisons afin que les textes soient, ce que je dis, très clairs et simples. Comme il ne s'agit pas de mettre au fur et à mesure tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on veut dire, il s'agit de mettre ensemble les idées, c'est de là l'idée de faire 2 ou 3 parties, et entre chaque paragraphe, essayer qu'il y ait toujours une certaine logique de liaison. Là, j'ai mis plusieurs termes, plusieurs mots, je suis sûr que vous en savez 10 000 plus que moi, mais c'est toujours bon que les étudiants sachent l'importance d'utiliser ces mots de transition entre paragraphes, que ce soit en addition, pour dire de plus, en autre, par ailleurs, ensuite, enfin, mais encore, etc. Que ce soit en opposition, surtout l'idée de l'opposition, quand on fait une thèse, une synthèse, on donne un argument, mais on se met contre cet argument, parce que finalement, il s'agit d'une analyse critique, et une analyse critique veut dire surtout qu'on est conscient qu'on donne un argument, mais qu'il faut contre-argumenter ce que nous-mêmes on dit. Donc, l'idée de mais, cependant, en revanche, toutefois, néanmoins, etc. J'ai mis nonobstant, mais évidemment, nonobstant, on ne l'utilise même pas depuis le 19e siècle. Mais bon, je l'ai mis ici parce que ça fait toujours beau, parce qu'en catalan, comme on dit nobstant, ça peut passer. Aussi des alternatives de l'analyse, autrement, soit d'un autre côté, etc. Ou bien pour indiquer des conséquences par la suite, dès lors, si bien, dorénavant, par conséquent, etc. Donc, il y a une quantité énorme de termes que parfois, ils en connaissent 2, 3, et que parfois on pourrait y dédier plus de temps afin que cela, en fait, peut être l'excuse pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire des ensembles d'idées et non pas une idée derrière l'autre sans qu'il y ait aucune logique. Le fait d'utiliser ces termes peut leur obliger finalement à mettre en groupe leurs idées, non, leur partie d'analyse. Et évidemment, les conclusions. C'est-à-dire, finalement, une conclusion est toujours nécessaire. C'est-à-dire, entre une introduction, on va exposer ce qu'on est en train d'analyser, ce qu'on veut dire, la problématique qu'on va analyser, la problématique qu'on veut dépouiller. Il faut finalement arriver à une conclusion. On va mettre ce que finalement, là où on est arrivé, avec les arguments qu'on a donnés, et donc, en somme, en conclusion, en définitive, pour conclure, finalement, c'est des choses que vous utilisez, mais finalement, les étudiants, il faut qu'ils aient intériorisé tous ces concepts afin de pouvoir développer et élaborer correctement un commentaire de texte historique en français. Surtout si dans l'idée que moi j'avais un petit peu, si on se place dans l'idée d'essayer de construire un commentaire comme si c'était un Français qui va les corriger. Donc, c'est surtout cette idée de jusqu'où ou de quelle façon doit s'adapter, doit faire un effort de niveau de langage, donc savoir bouger, savoir se situer d'un côté à l'autre. Il s'agit donc finalement de bien lire la question, de bien lire en ce cas un commentaire, un texte, de comprendre et contextualiser. Finalement, il est évident qu'on peut travailler par défi, qu'on peut travailler par compétences, mais finalement, il faut avoir aussi, surtout, non seulement des connaissances, mais des compréhensions claires des processus historiques afin de pouvoir comprendre et contextualiser le texte qu'on a devant. Finalement aussi, expliquer en apportant des éléments d'explication pour une meilleure compréhension du document et finalement aussi critiquer, s'interroger sur le document lui-même et aussi sur son contenu. Parce que parfois, ce n'est pas uniquement le contenu, mais aussi le genre
du document. De quel genre de document on est en train de parler? Il s'agit d'un document officiel, d'un article journalistique qu'il a écrit, etc., ce que vous savez déjà, mais il faut que tout cela soit pris en compte. Et finalement, éviter ce que le plus classique dans les commentaires de textes historiques, quand ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est une analyse critique d'un texte, c'est-à-dire ou bien la paraphrase, c'est-à-dire répéter de façon continue ce que dit le texte, mais avec d'autres mots. Si ils ont intériorisé l'idée qu'il faut construire avec des parties, avec des transitions, avec des terminologies, généralement, cela évite souvent cette paraphrase. Ou bien, ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est disserter sans faire pratiquement référence au texte. C'est-à-dire, OK, le texte parle de, je ne sais pas, de la Révolution française, je vais vous expliquer tout ce que je sais sur la Révolution française. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'essayer de voir vraiment sur quoi nous parle ce texte. Évidemment, si le contexte est la Révolution française, pas de problème, mais il faut essayer d'être beaucoup plus concret avec cela. Donc, voilà un peu cette idée de terminologie, analyse du texte, etc. Et si vous voulez, après, on peut échanger un petit peu plus. Et on arrive rapidement, très rapidement, à une étude de cas. Je ne sais pas si vous connaissez ce que je vous mets en image. On pourrait dire que c'est une guerre, non? Je ne sais pas si vous êtes conscient de ces images. En fait, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une image de guerre, c'est une image d'un accident qui s'est produit l'an 2001. En fait, cela partirait d'un article à commenter. L'idée, voilà, est celle-ci. L'article à commenter paru dans Le Monde en septembre 2021 pour se rappeler des 20 ans après l'accident de l'AZF à Toulouse. Un accident qui est passé assez discrètement au niveau européen, complètement méconnu au niveau international, très méconnu même en France, malheureusement, et très méconnu chez nous, alors qu'on est uniquement à 3 heures de Toulouse et que, je peux vous le dire, il y a eu plusieurs organisations municipales qui sont allées voir à Toulouse ce qui s'était passé pour essayer que cela ne se passe pas aussi à Barcelone ou à Tarragona ou autre part. Tout cela est passé sous silence. Donc l'idée serait, par exemple, d'analyser, je vous le mets ici, mais je ne vais pas le mettre en direct, le texte qui a été publié dans le journal Le Monde en 2021, le 21 septembre 2021, pour parler de ce qui s'était passé pendant, non seulement en 2001, mais pendant ces 20 années postérieures. Quelle est la réalité? Un fait historique majeur, une explosion le 21 septembre 2001 à Toulouse, dont un bilan officiel de 31 morts, plus de... attendez, je vais éliminer une chose, sinon je vais avoir un bruit tout le temps. Non, je ne peux pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez encore la pantalla. Oui. Voilà. D'accord. Voilà, donc 31 morts, plus de 2500 blessés, dont 30 en état très, très grave, mais qui finalement ne sont pas tous morts, et près de 30 000 bâtiments détruits ou fortement endommagés. Cela dit, ce n'est pas peu, c'est assez important, pour ne pas dire c'est très important, mais la réalité est aussi que cela n'est pas allé au-delà dans ce qui est l'information collective. Voilà l'article dont je vous parle, voilà l'article qui pourrait être parfaitement susceptible d'être un texte à commenter, je ne sais pas si dans le Baltivac ou autre, dont on parle non seulement de cet accident, non seulement des conséquences directes de l'accident dans les morts et les problèmes, mais on parle aussi de cette association de victimes, de cette restitution de la mémoire, du problème qu'il y a eu aussi au fait que nombreuses personnes n'ont pas reçu l'argent de l'assurance jusqu'après 10, même 15 ans après l'accident.
dont on parle encore qu'au bout de 20 ans, il y a même encore des théories qui parlent non seulement d'un attentat, mais d'autres choses. Donc, vraiment, c'est un sujet assez compliqué. Donc, il faudrait voir un petit peu de quoi s'agit-il, de quoi s'agit cet accident, cette explosion qui a eu lieu en 2001. Le contexte historique d'abord de l'article, c'est-à-dire un souvenir 20 ans après, tout juste après la pandémie du coronavirus, ce qui nous situe aussi dans un moment assez critique au niveau collectif, au niveau très sensible au niveau de la population, une population toulousaine qui a eu problème aussi au milieu avec toute la crise de 2009-2010 qui a aussi touché le sud de la France. Surtout au niveau de 2001, c'est une explosion qui a eu lieu seulement 10 jours après l'attaque terroriste aux tours jumelles de World Trade Center de New York, ce qui peut avoir fait que cet accident soit passé plus sous silence que ce qu'on aurait voulu. Parce que, évidemment, s'il ne s'agissait pas d'un attentat, même si on a voulu, pour certains moments, on a pu croire que cela avait été un attentat, du moment que cela n'a pas été un attentat, l'intérêt médiatique n'était plus tourné sur cela. L'intérêt médiatique en 2001, pour les Américains, pour l'Europe, etc., si on se souvient, si vous vous souvenez bien, c'était surtout chercher des arguments pour essayer de faire la guerre en Orient. On a essayé de faire la guerre avec tout ce qui s'était passé avec l'attaque terroriste du 11 septembre. Donc, disons que l'accident, malheureusement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, a eu lieu 10 jours après et non pas un mois avant, le 11 septembre. Finalement, rien n'est clair en septembre 2001, parce qu'au moment où cela explose, on ne sait pas si c'est un attentat, si c'était un attentat contre une synagogue, si c'était un accident, si c'était un accident de l'usine de poudre, qui a une usine de fabrication de poudre qui avait aussi à Toulouse, juste à côté de l'usine AZF, qui est celle qui a souffert l'accident, etc. L'explosion reste donc dans le silence. Le chiffre de morts et blessés est énorme, rien à comparer. Et aussi, on peut le dire, Toulouse n'est pas Paris. Parce qu'évidemment, si cet accident avait eu lieu, c'est pas la peine au centre de Paris, mais aux alentours de Paris, il est probable que cela avait eu une répercussion assez plus importante que non pas celle que s'y produite. Comment analyser un sujet historique finalement aussi proche dans le temps? Finalement, pour moi, c'est aussi un défi, puisque moi, je suis spécialiste au départ du XVIIe siècle, j'ai travaillé après des choses jusqu'au XIXe et XXe siècle, mais je me suis trouvé, toujours comme tout le monde, à analyser ou avoir analysé des choses qui sont beaucoup plus contemporaines. Finalement, c'est un problème, parce que si on veut l'analyser en tant qu'historien, les archives ne sont pas ouvertes, on ne peut pas accéder à toutes les informations qu'on voudrait accéder, et finalement, on dispose uniquement de références de journaux, journalistiques, de certaines usines et de certaines perspectives historiques, si on peut aller chercher si cet accident a été unique ou s'il s'était produit des choses semblables auparavant, ce qu'on va voir. Non? Comme vous pouvez le voir, l'accident touche les personnes, l'accident touche les bâtiments, et en 2021, l'État a repris en main le sujet et a mis en marche ce qu'on appelle une politique de mémoire pour essayer de restituer aux gens la mémoire de leurs proches, la mémoire de ce qui s'était passé et surtout la reconnaissance de l'erreur de l'État d'avoir situé cette usine pas au centre de Toulouse, mais vraiment dans des quartiers, par hasard, les plus pauvres, les plus touchés de Toulouse aussi. Donc, si on veut analyser un sujet historique proche dans le temps et aussi allongé dans le temps, parce que finalement, c'est un article de 2021 sur un sujet de 2001, avec des sujets qui ne touchent pas directement 2001, mais qui se rallongent en 2009, 2010, 2011, 2013 et même 2021. Donc, c'est difficile pour essayer d'analyser. Donc, il nous manque une certaine perspective. On se croisera tout le temps avec des intérêts politiques et économiques dans ce sujet, que ce soit du fait que pourquoi l'usine était placée là, que ce soit le fait d'avoir à rendre ou
essayer de donner de l'argent à tous ces gens, évidemment, c'est un problème économique. Évidemment, c'est un intérêt politique d'essayer d'en avoir un profit, finalement, de certaines élections chaque fois qu'il y a eu un sujet local. Il y a une instrumentalisation entre les assureurs et les politiques. Il y a eu un oubli des personnes, finalement, dans certains moments de ce qui s'était passé. On parlait tout le temps, on avait l'impression qu'ils parlaient tout le temps de matériaux, mais non pas de personnes. Et finalement, c'est un sujet difficile car s'il s'allonge dans le temps, comment utiliser alors, par exemple, le présent historique? Parce on peut utiliser ce présent historique pour l'article 2021, mais il faut qu'on jongle un petit peu entre 2001 et 2021, il faudra faire ce jeu entre un certain passé et un présent, en même temps que c'est un sujet historique très présent, non, très actuel. Finalement, prolongé dans le temps, avec des points de vue différents, on peut analyser cet article qui parle de 20 ans après, mais qui demande donc d'emblée analyser historiquement. Donc, il faudra faire une analyse historique de l'accident lui-même, mais aussi de pourquoi cela s'est produit, pour voir si cela est unique ou pas. Essayer de développer cette analyse critique et évidemment, on tirer quelques conclusions sous forme de synthèse. Pour s'interroger sur certains thèmes, sur certains sujets, enlever ça, voilà. Pour s'interroger sur certains sujets à partir de, par exemple, les effets de l'accident. On pourrait parler des morts et des blessés, parce que finalement, c'est les effets les plus directs de ce qui s'est passé. On pourrait parler de l'explosion elle-même qui équivaut à une onde sismique de 3,4 sur l'échelle de Richter, qui a touché, j'ai dit des bâtiments, mais aussi des bâtiments publics, mais aussi des monuments historiques, etc., qui a touché plusieurs usines, une université qui a été ravagée, une école, un lycée qui a été ravagé aussi, et il y a des erreurs topographiques, plusieurs quartiers endommagés. Il y a eu une incompréhension générale, surtout à ce moment-là. On ne savait pas vraiment ce qui s'était passé, ce qui se passait à ce moment-là. J'ai parlé de l'attentat, mais il y avait aussi, quand je parle d'instrumentalisation, l'État a décidé à ce moment-là, pendant 2 jours, de couper l'information de toute la ville, a décidé de couper les téléphones de toute la ville, ce qui a fait de Toulouse une ville complètement, je ne dirais pas bannie, mais une ville complètement sans communication. Et donc, la communication arrivait plutôt de l'extérieur que de l'intérieur, ce qui était aussi une espèce de laboratoire pour savoir comment fonctionner dans ces moments-là. À ce moment-là, l'État ne s'en est pas fait responsable. Il y avait l'idée de l'attentat qui intéressait aux assureurs, mais qui intéressait à l'État aussi dans le moment où on se trouvait. Et comme je disais, les assureurs pointent directement vers l'argument de l'attentat. Donc, ça, c'est vraiment le contexte et les grands sujets à partir desquels on se situe, on parle. Mais finalement, les origines. Pourquoi cette usine se trouvait-elle à Toulouse et pourquoi cette usine a-t-elle explosé? Il s'agit d'un stock qui s'était trouvé dans cette usine de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium. Pour ceux qui ne connaissent pas le nitrate d'ammonium, cela sert à la fabrication d'engrais chimiques dans l'agriculture conventionnelle. On le trouve souvent partout, on peut le trouver un peu partout, et c'est assez plus banal de ce qu'on pourrait le penser. Toulouse, 1921, après la guerre avec les Allemands, Toulouse a eu l'acceptation de la mise en place de cette usine, qui à l'époque, en 1921, c'était aux alentours de Toulouse, ce n'était pas dans la ville de Toulouse, mais évidemment, la ville a grandi. Et comme la ville a grandi, il aurait fallu bouger ou éviter ce stockage de nitrate d'ammonium qui était très connu. Ce n'est pas qu'on ne connaisse pas qu'est-ce que c'était le nitrate d'ammonium. Et malgré tout, un maire derrière l'autre, ceux-là ont continué à accepter cette présence de cette entreprise. Et comme par hasard, ce sont aussi des quartiers assez pauvres qui sont situés dans cette zone. En même temps, c'est un accident qui aurait pu être évité. Comme je dis, le nitrate d'ammonium était connu, mais il y avait eu plusieurs explosions en Europe
à l'origine, toujours, ce nitrate d'ammonium, par exemple. En 1921, même, il y a une explosion au Pau, en Allemagne, qui fait 561 morts et plus de 2000 blessés dans une usine BASF, aussi avec la base de nitrate de l'ammonium. Il y en a eu d'autres accidents aussi dans les années 40 et dans les années 50. Et même accident qui n'est pas le dernier, je me suis trompé, j'ai mis 2000, c'est en 2020, c'est le 4 août 2020. Il y a l'accident de Beyrouth, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans le port de Beyrouth. On a les images assez actuelles pour le voir, parce que je crois que cela a été enregistré en vidéo et on voit comment cela explose, dans lequel il y a eu 2500 morts et 6500 blessés. Dans ce cas, si à Toulouse on parle de 300-400 tonnes de stockage, à Beyrouth, il y avait 2750 tonnes de stockage dans le port de la ville, ce qui fait la proportion des morts aussi à ce moment-là. Les spécialistes ont bien dit, au moment de l'accident de Toulouse, que sans l'attentat du 11 septembre, sûrement, l'attention de l'Union européenne se serait centrée sur cet accident pour essayer surtout de prévenir que cela n'ait pas lieu à nouveau ailleurs, et même cela aurait pu servir pour autre lieu pour travailler de cette façon-là. Il faut chercher donc une problématique à partir de différentes considérations, que ce soit un point de vue plus classique, au moment de faire une analyse historique, ou que ce soit essayer, même ce qui est bien parfois pour les étudiants, d'avoir le courage d'aborder des sujets qui peut-être ne sont pas faciles d'analyser, mais auxquels il ne s'agit pas simplement de dire un argument, je dis ça comme problématique. Non, non, il faut argumenter pourquoi on prend une problématique ou une autre. Non? Par exemple, dans l'idée classique, évidemment, il y a le contexte historique de 2001, le contexte historique mondial, le contexte historique politique en France, mais aussi le contexte historique politique en Europe. Il faut se souvenir que c'est le début, c'était déjà entre 2001 et 2003 qu'on parlait de cette constitution européenne, et il y avait un grand débat européen au niveau économique surtout. Et donc, et même en France, finalement, en 2005, il y a eu la votation contre cette constitution européenne. Et donc, le contexte historique peut être très bien analysé, non pas pour ce qui est l'explosion elle-même, mais surtout pour ce qui est la gestion, ce qui est comment s'est géré le post-accident en 2001. Puis, il y a le contexte historique de 2021. Comme on disait, c'est juste après la pandémie. Pourquoi 20 ans après, la France décide, en fait c'est quelques années avant qu'ils ont commencé à le faire, à mettre en place des monuments pour la mémoire? À quel moment cela est intéressant de faire une récupération de cette mémoire de ce qui s'est passé? Et finalement, cette difficulté d'analyser un texte qui passe sur 2001, mais qui explique les conséquences surtout au large de plus de 20 ans. Finalement, il faudrait faire cette différence entre ce qui est l'explosion elle-même et les conséquences, non seulement directes, mais indirectes de cette explosion. Là, vous avez une image de comment est resté le sol, le paysage, disons-le comme ça, après l'explosion. Autre considération, comment se produit l'accident et pourquoi? Qui sont vraiment les responsables directs? Il y a des responsables évidemment indirects au long terme, qui pourraient être la même ville de Toulouse, l'État français, l'usine elle-même, etc. Pourquoi l'accident a-t-il eu lieu là et pas ailleurs? Pourquoi l'usine est placée, ou pourquoi les quartiers qui y avaient autour sont ceux qui étaient et non pas d'autres? Comme par hasard, les quartiers les plus chics de Toulouse se situent complètement à l'opposé de la ville. Ils ne se situaient pas dans cette zone-là. Cela peut être un hasard. Pourquoi faut-il plus de 10 ans pour réparer de nombreux dégâts dans la plupart des bâtiments privés et populaires? J'ai mis 10 ans, mais parfois c'est plus de 15 ans, avec ces batailles entre les assureurs, les gens et même l'État, avec l'importance de démontrer que cela n'avait pas été un attentat. Il a fallu un écrit judiciaire finalement pour dire que cela avait été un accident. Et même encore, il y a de gros groupes médiatiques qui jouent contre cette idée. Accident ou attentat, donc assureur versus État ou versus les gens. Finalement, c'est un préjudice humain contre
l'être humain, la morale, l'économique est le majeur et le plus important. Le fait économique a marqué sans doute l'origine de l'accident, mais aussi l'origine de ses conséquences brutales sur une bonne partie de la population toulousaine à cette époque. Finalement, s'il y a un autre sujet à prendre en considération comme problématique, c'est le rôle de la presse. Quel était le rôle de la presse pendant, non seulement en 2001, non seulement en septembre, mais pendant toutes les années postérieures à cet accident. Le rôle de la presse était majeur, a été fondamental. On pourrait le dire, sans certaines interventions, cela serait allongé plus ou encore moins, selon le cas où cela a été analysé. Évidemment, et si cela avait eu lieu à Paris, il y a toujours des étudiants qui peuvent être un petit peu plus avancés et mettre à analyser cette idée de comment fonctionne la France et cette idée entre ce qui est Paris et ce qu'ils disent la province. Et donc, finalement, avec cette problématique, avec la décision de la problématique qu'on va tirer en avant, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, et même on pourrait mettre en lisant certains sujets, on pourrait finalement arriver sur cette idée de une analyse de texte autour de ce qu'on peut appeler clairement la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire en France. Là, vous avez une carte de Toulouse, le centre de l'accident, et vous pouvez voir parfaitement jusqu'où arrive l'effet de l'accident à ce moment-là. Donc, on pourrait analyser parfaitement les origines de l'explosion en mettant Toulouse, et qui dit Toulouse, évidemment, on est en train de parler des gens, de son histoire, de sa culture, de son patrimoine, etc., les origines de l'explosion. En deuxième lieu, la gestion de l'accident, et donc la nécessaire démonstration de l'état de cette prise en main, de cette prise en forme de la gestion de l'accident pour ce qui est de mauvais, mais surtout après l'accident, et surtout quelques années après, pour ce qui est de nécessaire pour démontrer que l'État prend en charge les gens. Et finalement, ce qu'on pourrait appeler une instrumentalisation politique de la mémoire en France et même en Europe à ce niveau de ces accidents. Cet accident est majeur, cet accident est énorme au niveau de morts, mais aussi au niveau des blessés, mais il est important parce qu'il n'y en a pas tellement d'accidents de ce genre, mais on a, quand on lit les statistiques et quand on fait une petite recherche sur le sujet, on a des centaines et des centaines d'accidents, non pas exactement de ce genre, mais avec de 1, 2, 3, 4 morts toutes les années en Europe. Et sinon, on pourrait revenir tranquillement. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un accident qui a eu lieu à Tarragona, il n'y a pas, je pense si ça fait 2 ans, une chose comme ça, ou à la Petroquímica de Tarragona, je crois que c'était, où il y a un morceau de la Petroquímica qui a sauté, il a tué une personne, etc. Des accidents comme cela, il y en a de façon continuelle. Et il faudrait finalement mettre en analyse, étant donné la concentration urbaine qui se donne dans nos villes en Europe, le danger que représente, c'est-à-dire l'équilibre entre le danger que représente la proximité de certaines usines de pétrole, chimiques, etc., l'intérêt économique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a le plus de poids, l'intérêt pour les gens, l'intérêt économique, le progrès ou la nécessité les besoins de nos sociétés qui préfèrent le risque de cette proximité de ce genre d'usine et donc de ces dangers face à si c'était possible ou pas de mettre en arrière ou de déplacer ou même d'éliminer ce genre d'usines qui ne sont pas uniques en Europe et dont, comme j'explique, on en trouve parfaitement d'autres dans toutes les villes ou toutes les grandes villes européennes, en Catalogne même. En conclusion, comme vous voyez, là, il y a un monument qui a été préparé par l'État français pour la mémoire.
Il s'agit donc d'un sujet passé sous silence dans l'histoire de la France et dans l'histoire de l'Europe, une histoire qui est finalement parfaitement retrouvable partout ailleurs. Les principales victimes, ce sont les habitants eux-mêmes, ce sont les gens, mais ce sont ces mêmes gens qui fabriquent ou qui acceptent ou n'acceptent pas cette présence d'usines autour des grandes villes. Et il faut compter dans ce cas-là, par exemple, qu'on estime les dégâts matériels, les dégâts matériels qu'il y a eu globalement à 2 milliards d'euros. 1 milliard d'euros, c'est 1000 millions d'euros. Donc, imaginez la quantité de dégâts. Le nitrate d'ammonium est un véritable danger mondial et il sert même à fabriquer des bombes. Il a été utilisé même à fabriquer des bombes dans de nombreux attentats. Les intérêts économiques ont joué fort contre les gens, puisque les assureurs ont porté jusqu'au but la théorie de l'attentat. La France a eu du mal à gérer et a toujours du mal à gérer tout ce qui ne se passe pas à Paris. Donc, cette idée de la gestion dans un État, même s'il y a eu une certaine tendance à décentraliser, il n'y a pas eu une grande décentralisation au niveau économique et au niveau de la gestion administrative dans ce sens. Et finalement, les mesures de sécurité ont été clairement insuffisantes et encore aujourd'hui, elles le sont. Parce que je vous ai parlé avant de l'usine de fabrication de poudre qui avait à côté d'explosifs, qui avait à côté de l'usine AZF, qui heureusement n'a pas explosé à ce moment-là. Mais encore aujourd'hui, elle existe. Elle continue à travailler juste à côté, donc située à quelques peu kilomètres du centre de la ville de Toulouse. Et voilà, moi, en fait, j'avais préparé cela pour parler avec vous. Mon intérêt principal, c'était surtout échanger avec vous quelques idées, provoquer quelques idées aussi afin de pouvoir parler de certaines terminologies, pouvoir prendre un sujet qui soit très actuel, mais en même temps, je pense que peu connu. Je ne sais pas combien de vous connaissez ou avez connu ou s'en rappellent, s'en souviennent de l'accident de Toulouse de 2001, ou même si vous en aviez entendu parler, je suis sûr que vous n'aviez pas très clair vraiment ce qui s'était passé. Là, je peux le confesser, moi j'y étais. J'y étais ce jour-là, quand il y a eu l'explosion. Et donc, je peux être un témoin de ce qui s'est passé. Et j'étais vraiment surpris du silence qui s'est passé ailleurs en Europe, et surtout à Barcelone, alors qu'il y avait certaines commissions de la mairie et même de Tarragone qui allaient à Toulouse ils sont allés pendant 1 an. Ils faisaient les allers-retours pour voir ce qui s'était passé et analyser au cas où cela se passait aussi dans nos villes. Voilà. Merci. Merci, Dr. Jeannet, parce que je crois que c'est très intéressant, le rapport entre la terminologie et le lexique, ce qu'on utilise ou comme on devrait l'utiliser dans les commentaires des textes et l'analyse des faits historiques. Et justement, cet exemple que je ne sais pas si parmi vous, vous le connaissiez. Moi, je me rappelle d'avoir entendu comme un fait divers, et justement de manière comme anecdotique et très peu, et le silence. Et évidemment, jusqu'à présent, je n'ai pas jamais rappelé, plus jamais de ces catastrophes. Hein. Je ne sais pas si vous voulez poser une question ou vos commentaires, non? Andrea, Maïté, je vois ici vos noms. Voyons voir. J'ai la liste, c'est plus facile si je récupère Raphaël, Mireia, je ne sais pas. Vos points de vue? Non? Aucun commentaire, non? Non, c'est trop évident. C'est peut-être on préfère les risques de proximité face à éliminer les dangers parce que c'est cher et c'est pas Paris, et ce sont des populations ouvrières. Et alors voilà, c'est une obviété ce que je dis. Moi, je voudrais ajouter une réflexion que moi j'ai pensé à ce moment
Sur le silence aussi, par exemple, de la République française ou du président par rapport à ce qu'on étudie dans les programmes, la guerre d'Algérie, etc. Alors, ce silence, par exemple, est fini avec Macron quand il a dit que la guerre d'Algérie a été un crime de l'humanité. Alors, le dernier président de la République, c'est le premier à demander pardon comme président de la République française. Alors, le silence existe en histoire. On ne peut pas utiliser même les documents parce qu'on peut entrer dans les archives après 50 ans, non? C'est certain, ça? L'État, c'est 60 ans. 60 ans, d'accord. Et les livres d'histoire même, c'est qu'on étudie à l'école, au lycée, il y a le silence de l'histoire. Quand est-ce qu'on a étudié, par exemple, chez nous, je ne sais pas, à l'école, la guerre civile catalane, par exemple, non? Actuellement, nos enfants, ils peuvent l'étudier, mais nous, il y a 40 ans, peut-être non, on n'en parlait pas. Alors, ce silence par rapport à cette explosion, c'est le silence des hommes politiques ou de la presse, de ne pas parler de ce qui est évident. Oui, en fait, j'ai pris le sujet de l'explosion à Toulouse, mais j'ai eu aussi la tentation de parler des essais nucléaires de Chirac des années 90, qui sont aussi très méconnus, et que, comme toujours, il y a le secret d'État en France pour parler de cela, et qui parle des essais nucléaires de Chirac. On pourrait parler aussi de ceux de Mitterrand. Même à l'époque de Mitterrand, il y avait eu 2 activistes morts à un moment donné qui voulaient faire quelque chose contre un bateau français. Et évidemment, la France est par-dessus tout cela. Je dis la France, je veux dire n'importe quel État. Ces essais nucléaires qui n'ont jamais lieu sur le territoire, c'est-à-dire sur la métropole, c'est toujours, je dirais Polynésie, mais ce n'est pas la Polynésie, c'est autre part. C'est toujours loin, dans un dom-tom ou je ne sais pas où. Et donc, on pourrait faire le même exercice sur ces lieux-là. Dans le cas de Toulouse, ce qui est le plus choquant, c'est que c'est dans la métropole, sur le territoire européen, et c'est choquant de voir ce silence, cet oubli. En fait, l'oubli est manipulé, est instrumentalisé, évidemment. Ce n'est pas le cas de ces essais nucléaires qui restent que dans la mémoire de la République française, et évidemment, les citoyens n'en savent absolument rien. Et en fait, on leur vend toujours que c'est pour leur sécurité nationale. Enfin, il faut voir que Poutine pour voir comment cela devrait marcher pour la France. Et ces reconnaissances que tu dis, par exemple, du cas d'Algérie, on pourrait avoir le même cas pour le cas des Arméniens, pour le cas des Kurdes, etc. C'est-à-dire, c'est toujours facile de reconnaître quand c'est plus loin. Finalement, le temps est passé aussi pour l'Algérie. Mais ce n'est pas si simple et si facile que ça. C'est-à-dire cette non-reconnaissance, surtout cette manque d'autocritique de certains États. Bon, l'Angleterre est la number one pour cela. Si on regarde tous les pays en Inde, Pakistan, etc., tous les États qui ont mal fait leur décolonisation ont essayé toujours de manipuler leur mémoire, même leur mémoire intérieure. Et peut-être aussi, on peut parler de